Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission spéciale 55 ans vue d'ici. Aujourd'hui, nous allons rencontrer un journaliste français. Il a écrit son premier article sur la Chine dans les années 70 et toujours resté en contact avec la Chine depuis. Il a interviewé 4 fois Deng Xiaoping, l'ancien dirigeant chinois, et il suit de près chaque visite des présidents français en Chine. L'évolution de la Chine est un sujet passionnant, a-t-il dit. Sans plus attarder, nous allons rencontrer M. Richard Axe, un témoin de la relation sino-française. Mon nom est Arst, mon prénom Richard, je m'appelle donc Richard Arst. Je suis journaliste en France. J'ai commencé dans le journalisme à la suite d'un voyage que j'avais fait en Chine quand j'étais étudiant en sciences politiques. Quand je suis rentré à Paris, beaucoup de journaux nous ont demandé qui veut écrire ce que vous avez vu. Et j'ai pris en quelque sorte la plume pour l'ensemble du groupe. J'ai écrit dans au moins une dizaine de journaux des reportages que j'avais avec les éléments que j'avais, les photos que j'avais. Et à partir de là, j'ai trouvé un travail dans une radio qui s'appelle Europe 1, où on m'a fait travailler sur la politique française. J'ai donc travaillé sur cette question en gardant la Chine en spécialité annexe. Je venais à partir de 1980 2 fois par an en Chine, et ça a été pendant quasiment 25 ans, j'ai fonctionné comme cela. C'était au début des années 80, les années Deng Xiaoping, et là c'était assez intéressant parce qu'on pouvait rencontrer les hommes politiques, à commencer par Deng Xiaoping, qu'en suivant des délégations, j'ai vu 4 fois. Et comme il comprenait le français, c'était facile de l'interviewer et assez agréable. Ensuite, donc, j'ai quitté Europe 1, je suis passé à Radio Monte Carlo, puis ensuite je suis passé à RTL, où je suis resté le plus longtemps, mais toujours je venais dans la Chine qui évoluait énormément, et c'était intéressant pour un public français de raconter ce que l'on peut voir en Chine. Et puis, les années passées, j'ai suivi un dirigeant français qui s'intéressait particulièrement, enfin qui avait une très bonne connaissance de la culture chinoise, c'est Chirac. Chirac, en Chine, je me souviens qu'un jour, on visitait un musée et je m'étais mis derrière Chirac, et il y avait Jiang Zemin aussi, qui, à propos de la dynastie Yuan, disait ah oui, ils ont été au pouvoir pendant 100 ans. Chirac dit ah non, ils ont été au pouvoir pendant 99 ans. Et j'ai vu que Jiang Zemin faisait vérifier par un de ses collaborateurs, c'était Chirac qui avait raison. Voilà. Chirac était aussi devenu un expert des fouilles de Xi'an. Lorsque les archéologues découvraient quelque chose, ils lui envoyaient une photo pour qu'il puisse faire un commentaire. Ils envoyaient, à l'époque c'était par courrier, parce que Chirac, après avoir été Premier ministre en 76, il était venu, je crois, en 77 en Chine, il était allé à Xi'an, et là les fouilles commençaient, il avait fait connaissance des archéologues, il y avait sa photo dans le bureau des archéologues. Ça a été le président français le plus à l'aise avec le monde chinois. Après, j'ai décidé de partir pendant 1 an en Chine. Ça s'est tellement bien passé, c'était tellement intéressant que je suis resté 10 ans. La première année, il y avait les Jeux Olympiques, l'année suivante, il y avait l'exposition universelle. Il reste plein de sujets intéressants en Chine, évidemment. Et tant que j'ai vécu à Pékin pendant 10 ans, jusqu'à l'an dernier, c'était toujours évident de trouver un sujet pour un journal sur l'évolution de la société, sur les relations entre l'Europe et la Chine, sur l'urbanisme, sur des Français qui faisaient des choses en Chine.
il y a plein de choses à montrer et j'ai travaillé pour beaucoup de médias en étant accrédité par Paris Match. Voilà, je garde donc une sorte de culture de l'évolution de la Chine et c'est une évolution impressionnante et très intéressante. Bonjour Monsieur Arst, bienvenue dans notre émission. Bonjour. Vous êtes invité souvent en fait sur notre plateau pour parler de l'actualité, mais aujourd'hui on va parler un peu de votre histoire avec la Chine. Vous avez travaillé pendant très longtemps en Chine, donc quand vous pensez à vos affinités avec la Chine, qu'est-ce qui vous revient à l'esprit? Les affinités, c'est un intérêt pour ce qui se passe en Chine. J'ai commencé à travailler après un voyage que j'ai fait quand j'étais étudiant. C'est il y a longtemps. Après, je suis devenu journaliste en politique intérieure française à la radio. J'ai fait plusieurs radios, Europe 1, Radio Monte Carlo, RTL le plus longtemps. Et j'ai gardé la Chine en spécialité à côté. Je venais 2 fois par an. Et évidemment, l'actualité évoluait beaucoup. La Chine a beaucoup changé dans cette période. Et c'est ça qui était intéressant à voir. Les mentalités n'étaient plus les mêmes. L'urbanisme a beaucoup changé. Les villes ont connu des tours, des gratte-ciel. C'est ce changement qui était intéressant à observer entre une Chine rurale à l'origine, qui est devenue une Chine beaucoup plus urbaine. J'ai essayé de suivre tout ça en m'intéressant en même temps toujours à la culture chinoise et tout ça c'est passionnant, il y a beaucoup de choses à voir en Chine. En fait on parle beaucoup de la première fois parce que la première fois c'est quelque chose qui change la vie d'une personne souvent. Donc vous avez dit que en fait vous avez commencé à travailler avec la Chine après un voyage en Chine. On sait que dans les années 70-80 la Chine n'est pas une destination aussi évidente comme aujourd'hui. Beaucoup de monde veut voyager en Chine, mais à cette époque, pourquoi avez-vous fait ce voyage en Chine et qu'est-ce qui vous a intéressé? J'appartenais à une association qui s'appelle la Conférence Olivain, qui existe à l'Institut d'études politiques où j'étais étudiant. Cette association était dirigée, j'étais vice-président et la présidente était la nièce du ministre Michel Debré, qui à ce moment-là était ministre des Affaires étrangères. Michel Debré était un proche de De Gaulle. C'est lui qui a demandé pour l'association, par gentillesse pour sa nièce, qu'on puisse venir en Chine. Et comme c'était Debré qui demandait, le gouvernement chinois de l'époque, je crois que c'est remonté dans l'entourage de Zhou Enlai, a dit oui. Et donc nous avons été les premiers étudiants en Occident, première association d'étudiants, à pouvoir venir en Chine. C'est ça l'histoire. Et on a passé 3 semaines. Qu'est-ce qui vous a marqué? Parce qu'après, vous avez commencé à prendre cet intérêt pour la Chine. C'était en 1972. Ça ne me rajeunit pas. Quand je suis revenu, en tout cas, plein de journaux ont demandé qui a envie d'écrire sur ce que vous avez vu. Oui, c'est vrai, vous avez écrit un article. C'est le premier article. Oui, j'en ai écrit au moins 20 articles. Un peu partout. Tout le monde me demandait des choses, Le Monde, des revues pour jeunes, Mademoiselle Âge tendre, et c'est comme ça que j'ai commencé à être journaliste. Mes premiers articles, ça a été parce que j'étais allé en Chine, et puis ça m'a plu, et après voilà, je suis devenu journaliste, mais j'ai été tout de suite affecté à Europe numéro 1, ça s'appelait Europe numéro 1 à l'époque, j'ai été affecté au service de politique intérieure. En fait, à l'époque, le public s'intéressait à la Chine, mais le centre d'intérêt est bien différent que le public d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui. Comment constatez-vous cette évolution? Pour une raison très simple. La Chine, premièrement, c'était complètement fermé. On avait peu de choses dessus, on savait peu de choses. Donc quiconque pouvait raconter un petit peu ce qu'il avait vu sur place, forcément ça intéressait. Et puis la Chine était peu développée, donc on la regardait comme une espèce de situation passée qu'en Europe on ne connaissait plus. C'est complètement différent aujourd'hui.
La Chine est beaucoup plus ouverte et surtout elle est beaucoup plus développée. Elle est devenue la deuxième puissance économique au monde. Vous avez déjà, depuis les années 70, commencé à travailler avec la Chine et vous avez dit que l'évolution de la Chine est un sujet passionnant. Donc qu'est-ce qui vous a remarqué dans l'évolution de la Chine? Qu'est-ce qu'il y a de plus impressionnant pour vous ou vous pensez que c'est le plus important pour les téléspectateurs qui nous regardent, qui n'ont jamais eu l'opportunité de mettre leurs pieds sur la Chine? Qu'est-ce qui est essentiel à savoir? C'est un pays qui s'est développé de façon en partie très coordonnée. Il y a eu une espèce de discipline, notamment sur ce que j'appellerais la classe moyenne, qui s'est développée très vite, et la classe moyenne, ça fait 500 à 600 millions de personnes, qui ont compris qu'il fallait évoluer, qu'ils pouvaient d'un seul coup se moderniser en termes économiques. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la Chine ancienne a pu réapparaître. On a pu retrouver des cultures plus anciennes et qui sont revenues et qu'on peut retrouver. Il y a des mentalités très intéressantes, purement chinoises, qui existent encore. Le taoïsme, ça existe encore, c'est revenu. C'est intéressant à observer. Ensuite, il y a les paysages, les villes qui sont devenues très vivantes. Ça aussi, c'est attirant de voir qu'on peut se développer, qu'il y a des gratte-ciel, que l'automobile également est très présente en Chine, peut-être même un peu trop. Il y a peut-être des excès dans tout ça, mais à observer, c'est très intéressant, sous tous ces angles. Vous avez eu l'opportunité, parmi les journalistes qui ne sont pas nombreux, qui commencent à faire des reportages avec la Chine, donc vous avez eu l'opportunité d'interviewer Deng Xiaoping, l'ancien dirigeant chinois. Vous l'avez interviewé 4 fois, donc avez-vous des souvenirs particuliers de cet homme? Bon, alors c'était... Premièrement, on pouvait l'approcher. En général, quand il y avait une délégation française, il venait parler à la presse française qui accompagnait. Ça, c'était important. Et puis alors, deuxièmement, il comprenait le français. Quand on parlait, on lui posait une question, il disait à l'interprète « j'ai compris ». Et puis il disait quelques mots en français, et puis après, il répondait en chinois. Le principal souvenir que j'ai de lui se passe en 79, je pense. J'étais venu avec le ministre du Commerce extérieur français et il est venu nous voir. On était 2 journalistes. On attendait le ministre français au Palais du Peuple. Il est venu nous voir, on ne l'attendait pas du tout, en nous disant « Bonjour messieurs ». Et il a accepté de parler. Moi j'étais journaliste de radio, j'avais mon magnétophone. On a commencé à poser des questions. Puis à un moment, je lui ai demandé combien la Chine va-t-elle acheter de centrales nucléaires à la France? Parce que ça commençait la négociation. Alors il a regardé le micro et puis il a fait ça. Donc j'avais l'information mais pas le son. En radio c'était bien embêtant. Donc j'ai raconté qu'il avait fait un V comme ça. Mais je n'avais pas... Mais il a bien regardé le micro. Ah oui, oui, il savait très bien ce qu'il faisait. Et c'est ces 2 centrales de Daya Bay qui ont été signées 6 ans après. Alors, à part les dirigeants chinois, en fait, vous avez aussi accompagné et vous avez suivi de près presque tous les présidents français lors de leur voyage en Chine. Vous avez été avec Mitterrand, vous avez été avec Chirac, Nicolas Sarkozy, Hollande, après Emmanuel Macron, lors de sa dernière visite en Chine. Donc, comment voyez-vous cette évolution de la relation sino-française à travers ces dirigeants, leur attitude? Avez-vous des souvenirs particuliers? Alors, on peut les prendre les uns après les autres. Oui. Hein. Giscard, je n'ai pas suivi son voyage parce que je débutais dans le métier,
mais Giscard, il était un peu sceptique. Il voyait bien que la Chine pouvait se développer, mais il ne comprenait pas bien où ce serait. Et sa relation avec Deng Xiaoping n'était pas excellente. Mitterrand, il était venu en Chine pour la deuxième fois de sa vie, parce qu'il était déjà venu en 1960, il était venu en 81 avant d'être élu. Il avait fait un voyage que j'avais suivi avec quelques confrères, où il nous avait dit pour la première fois, je pourrais peut-être gagner la présidentielle. Puis voilà, ça allait, il avait vu Deng Xiaoping, il s'entendait bien, sans plus. C'était une autre époque aussi, il y avait l'Union soviétique, il fallait faire attention pour la France, à être à mi-chemin entre les deux. Il est revenu en 83. Chirac, c'était tout à fait différent. Chirac, il était passionné par la culture, la civilisation chinoise. Il avait dans l'histoire chinoise des choses qui l'intéressaient vraiment. Il était un très bon spécialiste de la période de Qingshi Huangdi. Les archéologues de Xi'an lui envoyaient des photos avec les découvertes qu'il faisait régulièrement, même quand il était à l'Élysée. Et il répondait ses commentaires. Après Sarkozy, il y a eu des difficultés avec le Tibet, les positions qu'il avait prises, mais ça s'était bien rétabli à la fin. Il avait rétabli une relation très convenable avec la Chine, et je pense que les Chinois ont été surpris de la visite de Hollande. Mais en tout cas, Hollande ne connaissait pas la Chine, à la différence de ses prédécesseurs, y compris Sarkozy, qui avait fait des voyages pour s'informer avant d'être élu. Et il était un peu méfiant. Ce qu'il y a eu de bien, c'est la conférence climat qui s'est passée sous Hollande. Et là, les Chinois l'ont très bien traité, ce sujet. Ils ont commencé à lutter contre les menaces pour l'environnement. Ça a été un passage important pour la Chine, la conférence climat, sous Hollande, et ça fait qu'il reste un bon contact, je dirais, entre Xi Jinping et Hollande. Ensuite, Macron, il y a eu deux visites de Macron. La première également où il découvrait le pays. Les Chinois ne savaient pas très bien ce qu'ils pensaient, ce qu'ils disaient était un peu flou. Et puis alors, là, la visite qui vient de s'achever, ça s'est très bien passé. On est dans un autre contexte. Il y a la relation entre l'Amérique et la Chine qui n'est pas très bonne, on peut dire ça. Donc, un rapprochement avec la France est assez logique. Et en plus, en Europe actuellement, en Allemagne, Merkel, bon, on voit bien que sa coalition n'est pas très solide, qu'il y a une victoire de l'extrême droite dans beaucoup d'élections. On sent bien que c'est un mandat qui va s'achever. L'Angleterre, elle est en train de quitter l'Europe. Donc, il reste la France comme pays important. Et c'est donc assez logique que la relation se renforce entre la France et la Chine. Et en plus, j'ai eu l'impression que la relation personnelle entre Xi Jinping et Macron s'est bien renforcée pendant ce voyage. Tout ça, ça a de l'importance, évidemment. Mais pourquoi leur relation personnelle s'est approchée, selon vous? J'aimerais bien le savoir. C'est une très bonne question, mais ça s'est vu. On les a vus ensemble après des négociations de contrats auxquelles ils assistaient. Visiblement, ils venaient de discuter pendant une heure. Ils sont satisfaits. Il y a quelque chose de plus détendu. C'est évident si on compare au premier voyage de Macron, où c'était beaucoup plus fermé. Là, c'est difficile à dire parce qu'ils n'en parlent pas. On n'a pas eu de contact direct pour parler de ça avec l'un ou l'autre. Macron n'en a pas parlé, il a fait une très courte conférence de presse. Il est très discret là-dessus. Et puis Xi Jinping, il n'explique jamais ce genre de choses. Mais je pense qu'ils ont eu des dîners à quatre, en fait, avec leurs épouses, qui peut-être ont sympathisé aussi. Ça peut compter tout ça. Mais je considère que la relation
se comprennent mieux. On a bien vu que dans le discours que Emmanuel Macron a prononcé cette fois lors de la cérémonie d'ouverture de l'exposition internationale d'importation, on sent vraiment son soutien au discours du président chinois. Donc on sent qu'il y a vraiment beaucoup de points communs. Et vous avez écrit un article concernant ce voyage en disant qu'Emmanuel Macron et Xi Jinping sur la même longueur d'onde économique. Donc pensez-vous que quel commentaire voulez-vous faire sur l'actuelle relation entre la Chine et la France, puisque vous avez travaillé longtemps sur ce sujet-là. Donc cette période, comment vous allez les qualifier? À Shanghai, on a vu que dans le discours de Macron, il y avait une demande à la Chine, c'est qu'il y ait plus d'ouverture pour le commerce, l'économie française en Chine, qu'on puisse davantage faire du commerce, avoir des relations économiques. Et c'est très important, Macron était venu accompagné par une ministre, la ministre de l'enseignement allemande, et par un commissaire européen à l'agriculture, qui va d'ailleurs devenir commissaire au commerce. Mais il était venu avec eux pour montrer que ce qu'il disait, ça concernait l'Europe. Et en Europe, ça concernait le couple franco-allemand qui est un peu moteur en Europe. Ça voulait dire quelque chose, mais ça voulait dire, voilà, il faut tenir compte de nous. L'Europe, ça peut être une série de pays divisés, tout comme ça peut être un ensemble. Et tout le monde a intérêt à considérer l'Europe en tant qu'ensemble pour travailler avec la Chine, plutôt que de se disperser. Il y a deux pays qui d'ailleurs étaient présents à Shanghai, qui sont la Grèce et le Portugal, qui ont des rapports économiques beaucoup plus importants que les autres avec la Chine. C'est ce genre de choses, pour de vraies raisons, hein. C'est parce que l'Europe les a un petit peu oubliés quand ils étaient en crise, ils se sont donc tournés vers la Chine. Mais ça, le résultat, c'est qu'il faut équilibrer tout ça, je pense. Si l'Europe et la Chine doivent travailler davantage ensemble, c'est en tant que il faut que ça passe par la coordination européenne. Ça, c'est un message qui est apparu plusieurs fois dans les quelques discours que Macron a fait en Chine. Ouais. Il y a un autre point que j'ai remarqué. J'étais en France dans la période 2007-2008 et je me souviens que un des sujets qui apparaissait très souvent dans les dissertations ou des exposés dans les universités, c'est la Chine. C'est comme la Chine partenaire aux prédatrices. Et cette fois, Macron a aussi évoqué lors de cette visite que l'Europe a réfléchi longtemps sur cette question, si la Chine est un partenaire ou un compétiteur, je pense, c'est le mot qu'il a employé. Donc, comment observez-vous cette évolution, parce que vous êtes en Chine depuis 2008, vous avez commencé à travailler comme correspondant, donc est-ce qu'aujourd'hui on est clair sur ce sujet où il y a toujours cette... parce que 10 ans c'est passé. J'ai une vision plus large, c'est-à-dire que si la Chine se développe, et ça s'est développé, elle va être au niveau où on peut être un partenaire. C'est quand elle est plus faible, qu'elle est en développement, qu'elle a besoin d'aller chercher chez d'autres, en tirant vers elle des savoir-faire, des pans de l'économie. Actuellement, je pense que pour toutes sortes de raisons, la Chine, qui s'est beaucoup développée en allant chercher ailleurs des motifs de développement, des raisons, aujourd'hui, elle a tout intérêt à se développer à l'intérieur, à devenir un pays plus puissant, à avoir plus de consommation, à avoir une classe moyenne plus forte, à ce que ces régions soient mieux équilibrées. Donc je crois que l'on va vers une Chine qui va beaucoup plus s'occuper d'elle-même, tout en ayant un commerce extérieur important, bien sûr, mais peut-être que le commerce extérieur, ça va aussi beaucoup plus concerner ce qu'elle achètera à l'extérieur.
Je pense que tout ça, c'est une évolution. Si on regarde sur 30 ans, c'est considérable le changement. Et aujourd'hui, la Chine est venue à un point de développement, de modernisme, qui fait qu'elle n'a plus les mêmes besoins qu'avant. Peut-être qu'elle a fait de la prédation, mais même certainement, elle en avait besoin. Après, c'était aussi aux entreprises étrangères à mieux négocier avec elles aussi. C'est pas dans un seul sens. On en est là. Je crois que la Chine est en train de réfléchir, notamment à cause de la crise avec les États-Unis, à comment elle peut exister plus indépendamment sur le plan économique. Et ça va être une autre phase, une nouvelle phase du développement de la Chine. Vous avez aussi écrit des articles sur la culture chinoise et en fait, vous avez évoqué tout à l'heure le président Jacques Chirac, il s'intéressait beaucoup à la Chine et vous avez accompagné Jacques Chirac plusieurs fois en Chine. Donc, quel est votre regard sur la culture chinoise? Pensez-vous que aujourd'hui, il y a des méconnaissances sur la Chine, c'est surtout sur la culture, sur ce que les gens pensent, sur la façon de penser les Chinois? Tout le monde sait que la Chine est une culture ancienne et réelle, qu'elle est différente de la culture occidentale. Après, il y a quand même des éléments de la Chine que l'on connaît. Prenons les fouilles de Xi'an, c'est quelque chose de mondialement connu. La Grande Muraille, on sait qu'il s'est fait de grandes choses. Après, quelqu'un qui vient en Chine aujourd'hui et qui ne connaissait pas la Chine avant est certainement très surpris. Il y a déjà quelque chose qui surprend les Français qui viennent, j'en connais pour la première fois en Chine ces jours-ci, ces années, ils sont très surpris. Il n'y a pas autant de pollution qu'ils pensaient. C'est pas de la culture, mais les années 2013-2015 ont été tellement polluées que c'est resté dans la mémoire des Occidentaux que c'est très très pollué la Chine. En fait, il y a eu des efforts considérables qui ont été faits. C'est beaucoup moins pollué. Il y a des pics de pollution de temps en temps, mais ce n'est plus pareil. Et puis, il y a des choses immuables qui restent à découvrir. La Chine est une grande civilisation. Tout le monde le dit. Chirac, par exemple, était un bon connaisseur et considérait qu'il y avait en Chine un état de la culture qui était très fort, très différent d'une autre qu'il fallait connaître. Cette année, c'est le 55e anniversaire de l'établissement de relations diplomatiques entre la Chine et la France. Donc, quelle est votre vision sur la perspective de la relation sino-française à l'avenir en tant que journaliste qui ont travaillé beaucoup en Chine? Quels sont vos souhaits, par exemple? D'abord, la relation, elle ne sera pas la même qu'il y a 55 ans. C'était pas la même Chine. C'était pas la même France non plus. Pas la même France non plus, vous avez raison. Et aujourd'hui, ce qui peut se passer de mieux dans la relation entre la France et la Chine, c'est une amélioration des contacts économiques, un meilleur équilibre des échanges commerciaux. Et là, il y a des possibilités. Il y a d'abord le luxe, ça marche bien pour la France. Et il y a le nucléaire, on attend la signature d'un contrat sur une usine de retraitement du nucléaire. Il y a les échanges, les voyages, tout ça, ça peut se développer. Et puis il faut absolument qu'il y ait une meilleure connaissance réciproque. Et puis, il faut aussi que l'ouverture est fondamentale en Chine. Alors, je vous remercie, M. Richards. Merci pour partager votre expérience avec nos téléspectateurs.